Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis très content de vous la tourner parce que forcément c'est une vidéo qui va revenir seulement une fois par an parce que c'est le top 10 du Ballon d'Or 2024 qui va succéder à Lionel Messi de 2023 tout simplement. La seule chose qui est sûre, c'est que ce sera un nouveau lauréat qui va gagner ce ballon d'or. Donc on aura un nouveau ballon d'or sur la liste. Ça fait quand même un peu du bien, un peu de changement après l'hégémonie de Lionel Messi et de CR7 entre 2008 et 2023 du coup. Donc voilà, ça va être un nouveau BO. On connaît quasiment tous le nom qui sera très probablement le Ballon d'Or, mais c'est quand même intéressant de faire un top 10 très détaillé et voilà évidemment avec quelques arguments. Et puis c'est forcément à l'appréciation de chacun, donc n'hésitez pas vraiment vous à me dire en commentaire votre top 10 du Ballon d'Or parce que ça peut différer en fonction de chacun, de votre sensibilité du football, si les titres sont importants ou pas pour vous, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire ça en commentaire et n'hésitez pas ici aussi à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et nous les amis, on est parti pour mon dixième, donc on commence le top 10 avec le dixième, c'est parti, let's go. Et les amis, le dixième, je pense que ce sera du coup le Golden Boy 2024, c'est évidemment Lamine Yamal. Alors, les raisons pour lesquelles même je décide de mettre Lamine Yamal dans ce top 10, déjà, si ensemble on peut aller voir la liste des 30, si je tape liste des 30 nominés au Ballon d'Or 2024, donc on a euh, évidemment, donc on a Jude Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden, Valverde, Emiliano Martinez, Erling Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka, Dovbyk, Toni Kroos, Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer, Dani Carvajal, Lamine Yamal, Bukayo Saka, Akan Çalhanoğlu, William Saliba, Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Lookman, Rudiger, Grimaldo, Vinicius, Dani Olmo, Florian Wirtz, Odegaard et Mats Hummels. Donc étant donné la liste existante, Lamine Yamal pour moi est clairement dans le top 10. Pourquoi? La saison passée, c'est la saison où il a explosé. Ce jeune garçon de 16 ans qui fait une saison au Barça extraordinaire pour son jeune âge. D'ailleurs, qui est encore plus beau, c'est qu'il continue sur cette lancée. Le match face au Bayern, par exemple, est un match à retenir dans quelques années parce que c'est un match qui est vraiment très abouti pour un gamin de à peine 17 ans. Mais ce qui est le plus fou dans sa saison, la saison passée, c'est pas spécialement le fait d'avoir un petit peu fait renaître ce FC Barcelone, mais c'est surtout assumer un Euro 2024 de cette qualité. Alors oui, l'Espagne 2024 de cet Euro était la meilleure équipe, mais s'imposer dans une équipe avec autant de bons joueurs possibles et inimaginables, c'est quand même quelque chose de très fort, et en plus de ça, il a été très décisif. Un goal, 4 assists, notamment déjà un goal face à la France en demi-finale, évidemment je pense que tout le monde s'en souvient, je vous la remettrai à l'écran, mais le goal de 25 mètres, une frappe enroulée, et un assist lors de la finale contre l'Angleterre, le premier but sur Nico Williams. Donc franchement, c'est assez fou de voir à quel point le gars est aussi juste techniquement, il- aussi serein, il est pas fougueux comme pourrait l'être un jeune, et il sait gérer le tempo d'un match, il sait gérer la pression d'un match, et c'est ça aussi qui est super impressionnant. Certes, il a pas fait des stats mirobolantes lors de la saison avec le Barça, en même temps, c'est vrai que c'était pas la meilleure saison pour le FC Barcelone. Là, cette saison, si on regarde le parallèle par rapport à la saison passée, en Liga, il était à 5 buts, 7 assists. Cette saison, il est quasiment au même nombre de stats en 3 fois moins de matchs, 4 buts, 6 assists. Et au cumul, voilà, avec la Ligue des Champions, il est déjà au nombre de buts et d'assists qu'il avait déjà lors de la saison passée. Donc c'est pour vous dire que déjà, il va être dixième cette saison, mais peut-être qu'il peut aller chercher plus haut si il continue sur cette lancée avec le FC Barcelone et si le FC Barcelone gagne des titres. C'est pour ça aussi que je le mets pas plus haut. Et puis c'est une très bonne place, je pense, être dixième à seulement 17 ans. Il gagne un Euro clairement mérité pour l'Espagne. Il est un des grands partisans de cette victoire espagnole. Donc forcément, moi, je le mets top 10. Je vois pas trop qui pourrait prendre cette place dans le top 10. Voilà, ça peut se discuter, mais moi, je le mets dixième. C'est mon humble avis. Il sera très certainement, même très... ouais, ce sera lui, à mon avis, le Golden Boy 2024. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, pour la dixième place, le dixième de ce top 10 Ballon d'Or pour moi 2024, c'est Lamine Yamal. Et les amis, maintenant, on enchaîne avec le neuvième. C'est parti.
Alors, ça va peut-être créer le débat. Moi, je mets Kylian Mbappé 9e. Je mets Kylian Mbappé pour tout simplement les raisons qui m'ont fait amener à Lamine Yamal en 10e position. Certes, beaucoup plus de stats. Kylian Mbappé, on le connaît depuis plus longtemps. Il a, voilà, évidemment, scoré beaucoup de goals. 44 buts inscrits en 48 matchs, délivré 10 assists. Mais pour moi, il fait pas un euro, enfin, c'est un euro catastrophique. Si on parle très franchement, objectivement, malgré le fait que la France est hors des finales grâce notamment à leur défense très très solide, offensivement, déjà la France n'a pas été bonne, mais d'autant plus que Kylian Mbappé n'a vraiment pas fait un euro. En tant que capitaine, c'était très 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 pauvre en termes de qualité de jeu pour un joueur qui était censé être le maître à jouer de cette équipe. Ça arrive à tout le monde, évidemment. Ça arrive à tout le monde de passer à côté d'une compétition. Donc forcément, je le mettrai pas plus haut. Ok, il marque beaucoup de buts, etc. Avec le Paris Saint-Germain, certes, ils ont été jusqu'en demi-finale, donc c'est pas non plus horrible. Mais à partir des quarts de finale de Ligue des Champions, on l'a plus vu. Certes, il marque 8 goals. D'accord, il y a zéro problème là-dessus. Il marque face à Milan, il marque face à Dortmund, il marque face à Newcastle, face à la Real Sociedad, il marque face au Barça aussi. 2 buts. C'est très très solide. Mais il a manqué dans les gros matchs. Il a manqué dans les gros matchs à haute intensité avec une grosse pression. Il a manqué beaucoup trop, donc je peux pas le mettre plus haut. Enfin, en tout cas, je peux pas le mettre plus haut que les joueurs que j'ai mis au-dessus. Même si certainement il va y avoir débat, je pense. Mais pour moi, Kylian Mbappé, c'est pas plus haut que la 9e place. C'est déjà très bien en top 10. Donc je le mets 9e. C'est quand même évidemment une saison très très satisfaisante pour Kylian Mbappé. Maintenant, à voir si cette saison avec le Real Madrid, du coup, avec l'obtention peut-être de potentiels titres supplémentaires avec cette équipe du Real de Madrid, peut-être qu'il ira chercher plus haut loin et plus haut dans ce top 10 du Ballon d'Or. J'ai pas non plus extrêmement beaucoup à dire parce que bah, forcément, pour moi, c'est un peu une saison décevante de Kylian Mbappé parce que forcément, la dernière touche est négative, donc forcément ça laisse une mauvaise image entre guillemets de sa saison, mais il faut quand même pas oublier que voilà, quand même en Ligue 1, 27 buts en 29 matchs, c'est très solide. Évidemment, il gagne la Ligue 1 avec le PSG, il gagne le trophée des champions. Je ne sais plus s'il gagne la Coupe de France, mais il me semble que oui. Oui, il gagne la Coupe de France. Évidemment, il finit meilleur buteur, peut-être meilleur passeur, je crois plus, non, je crois pas meilleur passeur, mais en tout cas, il finit meilleur buteur de la compétition. Voilà, c'est la Ligue 1, on connaissait, ça faisait déjà quelques années maintenant que c'était le cas, donc évidemment, on attendait plus. Et ça passait par une bonne performance dans l'ensemble à l'Euro, et ça n'a pas été le cas, donc voilà pourquoi je le mets 9e. Les amis, maintenant, on va passer pour... on va passer au 8e tout simplement, je me perds un peu dans mes phrases, mais voilà, on va passer au 8e, selon moi, de ce Ballon d'Or, c'est parti. Et les amis, comme vous venez de le voir, moi je mets Cole Palmer 8e. Pourquoi? Ben Cole Palmer c'est très 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 fort. Franchement la saison passée, même cette saison, il recommence déjà à être extraordinaire, mais la saison passée les amis, il faut remettre dans le contexte. Il vient de Manchester City pour 50 millions l'avant-dernier jour du mercato je crois, ou si c'est pas même le dernier jour du mercato. Donc évidemment, grosse pression. Il n'a que 21 ans au moment du transfert. Il joue pour Chelsea, un Chelsea qui, on connaît maintenant depuis 2-3 ans, achète beaucoup de joueurs, donc forcément pas beaucoup de grosses structures, et pourtant il lâche une saison de Première Ligue extraordinaire, extraordinaire. 34 matchs de Première Ligue, 22 buts, 11 assists. Il a porté sur ses épaules Chelsea. Je pense que si Cole Palmer n'était pas là, Chelsea n'aurait pas fini aussi haut dans le classement entre guillemets parce qu'ils finissent, je sais plus, je crois à la septième place, je crois de Chelsea la saison passée en Première Ligue, septième ou huitième place, ce qui est pas énorme pour un club comme Chelsea, pour un club qui a un aussi gros standing, mais il a limité la casse et c'est d'autant plus beau parce que c'est sa première saison. Alors évidemment, il connaît la Première Ligue, ça on s'en cache pas, mais déjà rien que ça, d'avoir fait une saison aussi extraordinaire avec Chelsea, un Chelsea qui se cherchait encore la saison passée, déjà pour moi c'était quelque chose de très très grand, surtout pour un joueur qu'on venait à peine de voir éclore avec City la saison passée, fin de saison City, avec City il jouait quelques matchs, il a joué la Super Coupe face à Séville où il a marqué un goal, et puis il s'en va à Chelsea.
on se dit, ok, audacieux, et tout de suite, il est rentré dans le moule et il a tout de suite été décisif. Et puis surtout aussi, c'est son euro. Alors, on sait bien que Gareth Southgate à l'époque n'aimait pas trop changer ses plans. Il y a été forcé forcément parce que l'Angleterre ne jouait pas bien du tout. L'Angleterre a fait un mauvais euro dans l'ensemble. Ils arrivent quand même à se hisser jusqu'en finale, mais parce que il y a aussi les super bonnes entrées de Cole Palmer quand il est rentré. Notamment le match face aux Pays-Bas, face à la Suisse, où il montre tout de suite qu'il apporte beaucoup de création et il est très très juste. Techniquement, c'est assez dingue de voir ça, que ce soit d'ailleurs pied gauche ou même pied droit. Mais ce qui est fou, c'est aussi l'entrée en finale face à l'Espagne, parce que l'Angleterre était un peu, comment dire, ils étaient pas bons. Ils étaient pas bons dans cette finale. L'Espagne était clairement au-dessus. Palmer rentre et Palmer marque. D'ailleurs, un très beau but, je vous le repasserai à l'écran. Un très beau but qui vient tout de suite remettre et qui vient tout de suite rabattre les cartes. Malheureusement, bon voilà, on connaît la suite, l'Espagne qui vient remarquer un but, mais franchement, au vu de sa performance, malgré le peu de minutes qu'il a joué, l'impact, en fait c'est surtout ça, c'est l'impact qu'il a eu, et puis sa justesse technique. Il a été très très régulier lors de tous ces matchs en Première Ligue. Franchement, quand on voit une saison comme ça, d'une saison de transition pour Chelsea, moi franchement je suis très très touché par ce joueur qui est vraiment techniquement assez impressionnant, et puis en plus qui continue sur cette lancée, là déjà en première ligue, il a 8 buts, enfin 8 matchs, 6 buts, 5 assists. Ouais, c'est déjà énorme, en sachant qu'en plus il ne joue pas la Conférence League, hein, donc ça aurait pu être des stats encore plus pour lui. Donc voilà, je le mets 8ème. Je pense que ça va peut-être créer débat aussi, mais moi en tout cas, c'est ma sensibilité au football. C'est ça que je mets 8ème, c'est Cole Palmer. Et les amis, maintenant, on va partir pour la 7ème place. On bouge pas de championnat, on reste même dans la même nationalité. C'est parti. Et oui les amis, je mets Phil Foden juste au-dessus de Cole Palmer à la 7ème place. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'offusquer peut-être de le voir aussi haut. Enfin, peut-être je dis ça, mais j'en ai pas la certitude. Mais il faut pas oublier ce qu'il a réalisé. Faut pas vraiment pas oublier ce qu'il a réalisé en ce début de saison. Il faut se rappeler, il faut se remémorer ce qui s'est passé la saison passée avec City, le début de saison où De Bruyne n'est pas là, où Haaland n'est pas au top de sa forme, où il est même blessé, je crois quand même plus ou moins 2 mois à un moment donné. Il a fallu déjà endosser ce rôle de nouveau leader entre guillemets de cette équipe. Et il l'a endossé de la plus belle des manières. 19 buts et 8 assists en Première Ligue en 35 matchs de Première Ligue. En Champions League, 5 buts, 3 assists. En FA Cup, 2 buts en assists. 27 goals et 12 assists en 53 matchs. C'est une très très grosse saison. 4200 minutes jouées. C'est assez impressionnant pour Phil Foden. Évidemment, il a le palmarès. Il gagne la Première Ligue cette année-là, et il gagne la Carabao Cup, il me semble, je crois, ou je suis plus sûr. Enfin, déjà, il gagne la Super Coupe, mais bon, ça, on s'en fiche un peu, mais je crois qu'il gagne. Bon, je sais pas, c'est pas que je crois. Première Ligue, je suis sûr, et il me semble qu'il gagne la Carabao Cup, hein, enfin bref, je sais plus, mais en tout cas, déjà, il gagne la Première Ligue, donc déjà, c'est quelque chose d'assez énorme, et surtout qu'il a joué un grand rôle dans cette première ligue, parce qu'il a été le pilier de ce début de saison avec City la saison passée. Et sans lui, je pense que City n'aurait pas eu la légère avance qu'ils ont eu avec Arsenal. Donc évidemment, pour moi, ça joue un très grand rôle. Certes, son euro n'était pas bon, un peu à l'image de Mbappé. Donc en fait, j'ai juste mis que, certes, Mbappé fait plus de stats, mais Foden a un plus gros rôle à jouer. C'est une équipe qui doit tourner, City. Il y a une grosse pression. Comme le Paris Saint-Germain aussi également, ça je ne le dis pas, mais c'est en Première Ligue. C'est la Première Ligue. Il y a autre chose quand même que la Ligue 1. La Première Ligue, c'est quand même un niveau au-dessus. Surtout qu'il a très très vite performé. Dès qu'il a eu son temps de jeu, c'est même un des joueurs que je crois qu'il a plus joué sous Pep Guardiola la saison passée, parce que il était décisif à chaque match, et puis il nous envoyait des bangers à quasiment chaque match. Je repense évidemment à ses 2 buts face à Man U, la première, face au Real de Madrid aussi lors de la Champions League, parce que ça c'était quelque chose
de très très fort, hein, quand il remet les pendules à l'heure avec une frappe sublime, sublime pleine lucarne contre le Real. Voilà, évidemment, il y a une petite tâche, c'est que le Manchester City ne fait pas aussi bien que la saison passée en Ligue des Champions, mais c'est très très fort. C'est très 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 fort. Franchement, non, Foden, pour moi, je le mets septième. C'est une place totalement méritée, selon moi, parce qu'il a été très fort. C'est dommage que, forcément, bah, il y a là peut-être le mauvais parcours à l'Euro qui fait un petit peu tâche sur sa fin de saison. Et comme un peu Mbappé, bah, c'est un peu l'image négative. Parce que franchement, à part la finale où il a plus ou moins bien joué, je trouve que c'était quand même très très léger pour un Phil Foden. En tout cas, au niveau de la création de jeu, comme on avait pu le voir avec City, c'était très très léger. Après, c'est aussi comme ça que l'Angleterre a joué, ils n'ont pas été très bons de manière générale. Donc forcément, bah, quand un collectif ne joue pas bien, c'est compliqué pour une individualité de se montrer. Et encore, ça dépend les équipes. Mais en tout cas, voilà, je le mets septième. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Je pense qu'il a largement sa place dans le top 10 déjà. Et pour moi, bah, voilà, c'est légèrement en cran au-dessus que Cole Palmer parce qu'il y a les trophées en plus qui jouent. Donc voilà, je mets Phil Foden, septième, les amis. Maintenant, on passe à la sixième place. Et là, maintenant, on va changer un peu d'environnement, j'ai envie de dire. Voilà. Et oui, je mets Lautaro Martinez, sixième de ce Ballon d'Or. Un très 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 bon classement. Aller plus haut, c'est quand même assez compliqué, même si Lautaro Martinez, la saison passée, fait une saison très 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 bonne. En 33 matchs de Serie A, 24 goals inscrits, 6 assists donnés, évidemment champion de Serie A à l'issue de cette saison. C'est vrai que la petite tâche négative, la petite tache noire, c'est forcément le parcours en Champions League qui aurait pu être carrément meilleur pour cette équipe de l'Inter qui était très menaçante la saison passée au vu de ce qu'ils avaient montré justement il y a 2 saisons lors de la finale, etc. Ils l'auraient popé contre, bah voilà, enfin, l'auraient popé en Champions League et aller jusqu'en finale. On attendait peut-être un peu mieux de cette équipe de l'Inter et même de Lautaro Martinez forcément parce que bah, c'était le leader de cette équipe. Maintenant, il a fait quelque chose qui a été une très très bonne. Et à l'inverse d'un Phil Foden, à l'inverse d'un Kylian Mbappé, lui, il a fini sur une note positive avec la Copa América en inscrivant quand même 5 buts, dont un but en finale. Donc forcément, ben, ça apporte une petite touche en plus que n'a pas eu Foden, que n'a pas eu Kylian Mbappé, que n'a pas eu... Enfin, Palmer, il a quand même marqué en finale, mais voilà, Lautaro Martinez, il a gagné de 1 la Copa América et il a gagné la Serie A en plus avec l'Inter. Donc voilà, je pense que pour le moment, je reste cohérent dans mon classement, je reste assez logique. Et puis même de manière générale, au-delà des stats, Lautaro Martinez, son duo aussi avec Marcus Thuram était très très intéressant. Lautaro Martinez, on connaît son style de jeu, ses qualités qui sont vraiment très très bonnes. J'ai hâte qu'il change de club pour le voir dans un autre club et comment est-ce qu'il va se comporter, comment est-ce qu'il va évoluer dans un autre club. J'ai hâte vraiment qu'il bouge un peu voilà, maintenant d'un terrain acquis. Évidemment, la Serie A, je pense que maintenant il connaît. Il a 27 ans. C'est le bon moment pour un gros transfert. C'est vrai qu'il a une grosse valeur marchande, mais il y a des clubs de première ligue qui peuvent aligner ce montant sans trop de problèmes. Donc voilà, je mets Lautaro Martinez 6ème. Il y a les stats, il y a les trophées. Il y a le niveau de jeu global qui est très très bon et même à l'intérieur du jeu sans parler de buts, etc. Avec le style de jeu qui va très bien avec Simone Inzaghi, etc. C'était vraiment très très sympa de voir l'Inter jouer la saison passée et bah, forcément il était l'un des hommes à tout faire de cette équipe la saison passée sous Simone Inzaghi. Donc voilà, je mets 6ème Lautaro Martinez. Les amis, maintenant on part pour la 5ème position juste avant le top 4. C'est parti. Et les amis, c'est le bon vieux Toni Kroos qui a raccroché ses crampons juste après ce dernier match face à l'Espagne lors de l'Euro, en quart de finale. Il a raccroché, mais il a quand même fait une énorme saison pour sa dernière saison. Évidemment, au-delà des trophées, c'est un joueur qui est extraordinairement bon, ballon au pied, a une technique de passe assez affolante. Il a fait des matchs à son âge, quand même 33 ans lors de la saison passée, au Real Madrid, au milieu de terrain, qui était très très abouti, chaque fois très régulier.
Un patron sur le terrain, ça c'est sûr et certain. Voilà, je pense qu'il mérite un top 5 du Ballon d'Or sans trop de soucis. Il y en a peut-être qui le mettront plus haut. Malheureusement, pour moi, il aurait pu même prétendre à gagner le Ballon d'Or si l'Allemagne avait gagné cet Euro 2024. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il gagne quand même une Liga avec le Real. Il gagne évidemment une Champions League et il gagne la Coupe du Roi, je crois, ou une des deux coupes nationales. Donc quand même 3 trophées au bout de cette saison, des assists, 8 assists en Liga, 2 assists en Champions League. Moi évidemment je retiens celui face au Bayern et d'autant plus l'assist face au Borussia Dortmund en finale, le corner pour la tête de Carvajal. Donc voilà, forcément il monte tout de suite dans l'estime des gens et dans le classement du Ballon d'Or parce que déjà c'était sa dernière saison. Il l'avait annoncé et il l'a conclu, il finit sa carrière de la plus belle des manières en club en tout cas parce que franchement c'est très très solide. Je pense que tout le monde est d'accord s'ils ont vu un minimum de matchs du Real de Madrid. Est-ce que Toni Kroos pendant les derniers matchs qu'il a joué, donc combien de matchs il a joué? 48 matchs. Est-ce qu'il est passé à côté d'un match en étant très très sérieusement objectif? Est-ce qu'il est passé à côté d'un match? Bon, ça a dû sûrement arriver une ou deux fois, mais quand même pour son âge et dans cet effectif où il y a quand même beaucoup de concurrence, aligner des performances d'une telle qualité, c'est rare. Et donc voilà pourquoi j'ai envie de le récompenser, entre guillemets, même si moi je n'ai aucun crédit à donner, mais enfin, voilà, franchement c'est très très fort Toni Kroos, il n'y a rien à faire, ça reste quand même un joueur extraordinairement beau à jouer, donc à avoir joué tout simplement, donc ouais c'est très très fort, et puis il conclut avec une belle Ligue des Champions pour arriver à 6 Ligue des Champions, hein, donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, je mets cinquième Toni Kroos, les amis. Maintenant, on part dans le top 4. Et là, ça va commencer à se resserrer. Et forcément, il y aura les joueurs que vous attendez tous, je pense. Donc voilà, c'est parti pour le top 4. Let's go. Les amis, je mets un défenseur, le seul défenseur de cette liste. Et le premier, c'est Daniel Carvajal, tout simplement parce que il a été énorme lors de cette dernière saison. Franchement, une saison pourtant où tout le monde un peu se demandait, se posait des questions sur est-ce qu'il allait performer. C'était le seul avec, je crois même avec Vasquez, ouais, voilà Vasquez qui était son backup. Est-ce qu'il allait performer avec à 31 ans? Est-ce qu'il allait satisfaire ce club du Real Madrid forcément? Et il a prouvé à tout le monde que oui, en gagnant déjà les 3 trophées avec le Real, mais après en lâchant une compétition à l'Euro très très aboutie, très très solide en tant que patron. Il a été évidemment déterminant pour l'Espagne, forcément parce que il est quelqu'un qu'on veut dans son équipe, mais qu'on déteste affronter. C'est un chien de la caisse pur et dur, forcément, mais c'est un très très bon joueur de football. Il ne lâchera jamais. Alors peut-être c'est un joueur qui peut irriter certains, mais forcément il est quand même très très fort. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il fait une saison très 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 bonne. Malheureusement pour lui, mauvaise nouvelle, c'est que c'est la saison en cours, il s'est blessé pour toute la saison, donc on le verra plus peut-être même avant la saison prochaine, donc ça c'est quand même un petit peu malheureux, mais après c'est quand même du très très solide pour Carvajal parce que waouh, une très très bonne saison pour terminer. Une très 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 bonne saison pour terminer. 41 matchs joués, 6 buts, 5 assists. Donc quand même, il fait des stats alors qu'il est latéral droit. Il a été assez déterminant, même dans des gros matchs, etc. Évidemment, à chaque fois, les prestations en Ligue des Champions ont été très abouties. Il marque notamment, comme on l'a vu tout à l'heure, le premier but de cette finale. Donc déterminant en plus de ça dans un super gros match, et puis lors de l'Euro évidemment aussi très 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 bon Euro avec une très très bonne performance en finale, mais même au-delà de ça quasiment tous les matchs sauf contre la France parce que suspension pour plusieurs cartons jaunes qu'il avait pris notamment à la fin du match pour empêcher Musiala d'aller créer du danger, hein. Je pense que tout le monde s'en rappelle, mais voilà, c'est un joueur qui est tellement important quand on l'a dans son équipe, il est tellement important, donc forcément il est obligé d'être dans cette place du top 10 Ballon d'Or, et en plus de ça, là, avec les trophées qu'il a gagnés, avec la constance qu'il a eue,
Je pense qu'il peut monter très très haut dans ce classement. Moi je le mets quatrième parce que on doit récompenser aussi les défenseurs. Mais voilà, je ne le mettrai pas plus haut parce que forcément il y a cet affect aussi de on veut des stats, on veut des offensifs, on veut se référer entre guillemets à des joueurs qui marquent et qui font l'affiche. C'est un joueur de l'ombre, Carvajal, mine de rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, mais pourtant il fait une saison, bah, peut-être la meilleure saison de sa vie, peut-être, hein, parce que ça se conclut de la plus belle des manières. Donc, ouais, franchement, moi je le mets quatrième. Je le mets quatrième. Là, maintenant, on part dans 3. On part dans le top 3, il reste pour moi 3 joueurs qui sont obvious. Maintenant à voir qui je vais mettre premier, deuxième, troisième. Voilà, maintenant les amis, on part sur le troisième joueur de ce top 10. C'est parti. Alors les amis, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup hésité entre le troisième et la deuxième place pour Rodri parce que il fait une saison très bonne. Enfin même extraordinaire. On peut parler français, on peut être très sérieux. Il fait une saison très bonne. En plus de ça, il a quand même joué 50 matchs, donc il faut quand même les assumer les 50 matchs sans être trop blessé. D'ailleurs, quand il n'était pas là pour City, ils avaient toujours du mal à gagner. Et en plus de cela, quand même, 8 buts, 9 assists en première ligue en tant que milieu défensif. C'est quand même pas rien, c'est quand même pas rien. Alors, j'ai longuement hésité, mais pour moi, il y a une déterminante que je vous expliquerai plus tard quand j'aborderai le deuxième joueur de mon top 10 qui a fait que je l'ai mis plus au-dessus. Mais après Rodri, si imaginons Rodri lundi, il est sacré Ballon d'Or, je ne suis pas surpris non plus. Il faut pas se mentir parce qu'il y a une saison très bonne de Rodri. Il prend l'Euro, évidemment avec l'Espagne, lui aussi un des maîtres à jouer de cette équipe qui a été déterminant à chaque match. Il prend la Premier League aussi avec City. Donc voilà quand même deux trophées très durs à obtenir. Notamment aussi l'Euro, où il a été ouais, quand même assez bon, notamment il a quand même marqué un petit but face à la Géorgie, une petite frappe hors de surface. Je pense que voilà, ça reste quand même sympa d'avoir marqué un petit but lors de l'Euro, mais c'est mieux de le gagner évidemment, et c'est ce qu'ils ont fait l'Espagne. Évidemment, encore une fois, très déterminant. Rodri, c'est un des meilleurs joueurs à son poste, si même pas le meilleur joueur. Ouais, franchement, je le mets top 3, Ballon d'Or cette saison, parce que ben forcément il est régulier, il est déterminant à chaque fois et il me fait un peu penser à Busquets forcément, évidemment peut-être en moins technique, avec plus de physique, mais c'est quand même du très solide. Ça se passe de beaucoup d'arguments et de synonymes en termes de qualité qu'il a, parce que bah, je pense que tout le monde sait ce qu'il vaut, Rodri, quand on regarde les matchs de City, quand on regarde les matchs de l'Espagne. Il y a une déterminante, il y a un point commun entre la réussite de ces deux équipes, entre guillemets, entre City et l'Espagne, c'est évidemment son numéro 6, Rodri. Donc voilà, il mérite amplement son top 3 du Ballon d'Or, à mon humble avis. S'il est sacré lundi, je n'y vois aussi aucun inconvénient, donc voilà, je le mets troisième. Voilà, maintenant, on part pour le deuxième de mon classement. Et là, ça va être quelque chose aussi où il va falloir pas mal argumenter parce que il, il est extraordinaire ce joueur. Et les amis, évidemment, c'est Jude Bellingham que je mets deuxième. C'est Jude Bellingham. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur, moi, qui me fait dire que c'est complètement fou ce qui se passe du côté de ce joueur. C'est qu'il arrive au Real de Madrid pour 100 millions d'euros plus ou moins. Saison d'adaptation parce qu'il vient de la Bundesliga, donc championnat totalement différent. Anglais, il parle pas espagnol, il vient d'arriver dans cette équipe. Et il nous lâche une saison masterclass. Franchement, j'ai regardé beaucoup de matchs du Real de Madrid parce que forcément ce joueur, je voulais le voir. Je voulais le voir après sa superbe saison à Dortmund et il a impressionné tout le monde. Il a impressionné tout le monde. Franchement, il a été déterminant dans tous les gros matchs du Real de Madrid. Dans tous les gros matchs du Real de Madrid. Je pense que même les Barcelonais en ont fait les frais. Les deux buts lors du premier Classico qu'il joue, il en marquait même à la 90+1. Lors du retour
En Liga, il marque le but à la 90+4 qui vient faire 3-2. Même lors de la finale en Arabie Saoudite de la Super Coupe ou je sais plus quoi, il est encore décisif, il fait encore un match extraordinaire. Mais même au-delà de ça, il a été extraordinaire pendant toute la saison. Pendant toute la saison. 28 matchs de Liga, 19 buts, 6 assists, dans un tout nouveau rôle avec le Real de Madrid, vraiment un rôle très très offensif qui fonctionne très bien avec Vinicius Rodrigo. Franchement, c'était vraiment un système qui leur voilà, qui leur exploitait, qui fait qu'ils exploitaient leur potentiel, en tout cas sur le potentiel de Bellingham, à fond en termes offensifs, mais défensivement, c'était aussi très très solide à la récupération de balles. Il se bat pour tous les ballons, il gratte tous les ballons, il n'en perd quasiment aucun des ballons. Je sais pas s'il y a une stat qui existe, mais je ne sais pas combien de ballons il a perdu, mais c'est assez fou à quel point il ne perd jamais, enfin quasiment jamais un ballon lors d'un match. Je pense que ça c'est un truc qui m'impressionne le plus chez lui, c'est la façon dans laquelle il garde son ballon. C'est extraordinaire, il le bonifie à chaque fois qu'il le touche. Donc franchement, c'est pour moi top 2 ballon d'or. Forcément, il aurait été premier selon moi s'il avait fait un meilleur Euro et que l'Angleterre aurait été sacrée championne d'Europe. Mais voilà, forcément, t'as la petite tâche négative, c'est l'Euro. Mais faut pas oublier ce qu'il a réalisé en Champions League. 4 goals, 5 assists aussi, hein. 11 matchs, 4 goals, 5 assists pour une saison d'adaptation, les amis. Je sais pas, il faut s'en rendre compte quand même de ce que c'est. C'est assez fou, évidemment, à chaque fois déterminant dans tous les matchs. Enfin, bref. Je pense que tout le monde a la ref. 23 goals, 13 assists en 42 matchs pour un milieu de terrain offensif qui est quand même à vocation défensive aussi également. Donc franchement, ouais. Je pense que est-ce qu'il y a même un débat là-dessus? Est-ce que franchement, il y a des gens qui vont discuter sur cette place-là? Ce serait quand même fou. Ce serait quand même fou. En plus, un assist lors de la finale. Non, pour moi, c'est amplement mérité ce top 2. S'il est sacré Ballon d'Or, j'y verrai non plus aucun inconvénient, mais même si selon moi celui qui mérite le plus, c'est évidemment celui que j'ai mis en premier. Je pense que là, il n'y a pas trop de suspense, mais on va y passer tout de suite parce que on va pas passer une demi-heure sur Bellingham. Je pense que tout le monde connaît son talent, tout le monde a vu sa saison extraordinaire la saison passée. Donc voilà, maintenant les amis, on va partir pour la première place qui va du coup être devant, selon moi, Jude Bellingham. C'est parti. Est-ce qu'il y avait encore même du suspense? Évidemment, c'est Vinicius. Évidemment, je crois que ça a été même annoncé il y a quelques semaines maintenant que il avait été, on lui avait dit que c'était lui, le Ballon d'Or 2024. Mais en même temps, c'est amplement mérité. Je pense que tout le monde qui est sensible un peu à un football un peu fantaisiste doit admirer, je dis bien admirer, le football que produit Vinicius Junior. Depuis maintenant même 2 saisons, il est tout simplement extraordinaire. Parce que, en plus de faire le spectacle, il est très juste techniquement, il est très juste au niveau de la finition. Il ne... Il est toujours là pour ses coéquipiers. Il fait les efforts défensifs quand on lui demande de les faire. Il est juste extraordinaire. C'est un joueur qui est impressionnant, franchement. Il fait une saison extraordinaire avec le Real de Madrid. 15 goals, 6 assists en 26 matchs. En Ligue des Champions, 6 buts, 5 assists en 10 matchs. Bon, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense que Vinicius, au-delà même de ses stats, au-delà de sa qualité de finition, etc., qui s'est très nettement amélioré depuis quelques saisons, c'est le facteur fantasy et provocation qui fait beaucoup de différence selon moi. Parce que c'est rare maintenant de voir des joueurs qui provoquent énormément comme ça. Ça devient de plus en plus monotone, j'ai envie de dire, le football actuel avec forcément qui devient plus tactique, qui laisse moins place à l'improvisation. Et c'est beau justement d'avoir un joueur qui est imprévisible, mais en plus de cela, qui est très décisif. Évidemment, je pense que tout le monde le sait, il a été buteur lors de la finale face à Dortmund, mais sa finale face à Dortmund, les amis, il a fait souffrir Ederson. Il a tenté des gestes que j'avais très rarement vus, même de base dans un match de foot, mais lui, il les tente en finale de Ligue des Champions. Il est aussi très 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 fort lors du match face au Bayern, où il met un doublé, face à City, où il réalise 2 assists. Il a été déterminant dans tous les gros matchs. C'est vrai que le petit point négatif de sa saison, c'est forcément la Copa América avec le Brésil. Même si, bon, voilà, il marque 2 buts face au Paraguay. Mais après, c'est vrai que, bon,
Au-delà de ça, le Brésil, ça jouait pas extraordinairement bien. Forcément, bon voilà, c'est vrai que ça aurait été encore plus sûr que c'était lui si la Copa América avait été gagnée par le Brésil et Vinicius par la même occasion. Mais voilà, je pense que pour moi, il n'y a pas de débat. Enfin, il peut y avoir débat, mais pour moi, c'est, allez, je vais dire 70% pour Vinicius Junior, 15% pour Bellingham, 15% pour Rodri, parce que bah, franchement pour moi il y a enfin ça fait du bien de voir des joueurs comme ça, parce que ben ça manque dans le football actuel et comme j'ai dit, ben, à la fois il est aussi fantaisiste qu'il est bon finisseur et bon techniquement, donc franchement c'est amplement mérité si s'il est lundi. Il n'y a pas grand monde, je crois, qui pourra contredire cette décision. Donc voilà, les amis, j'espère vraiment que vous aurez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à liker et à vous abonner. On finit évidemment sur la photo de Vinicius, qui sera potentiellement, enfin qui sera même sûrement Ballon d'Or. On va pas se mentir lundi. Donc voilà, j'espère que vraiment que vous allez kiffer et que vous aurez kiffé cette vidéo. Il y a plein de vidéos encore une fois qui vont arriver, donc franchement, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À me dire en commentaire votre top 10 et votre lauréat du Ballon d'Or 2024. Les amis, c'était Belcher. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.